Aujourd'hui dans Silicon Carnet, on parle de Nvidia qui met 20 milliards sur la table pour faire main basse sur son concurrent Groq. Officiellement, c'est pas un rachat, mais au final, c'est toute la techno et les cerveaux de Groq qui basculent chez Nvidia sans passer par la case antitrust. On regarde de plus près ce deal avec Engie Ismail et on se pose la question si Nvidia ne vient pas de plier le game. Meta qui achète à son tour Manus pour plus de 2 milliards. Mark Zuckerberg continue son shopping en mettant la main sur la start-up d'agent IA née en Chine. Après qu'elle soit passée de 0 à 100 millions en seulement 8 mois, on posera la question à Greg Gambato s'il s'agit d'un move génial ou d'un nouvel aveu d'échec de Meta. Et puis Yann Lequin lance Ami Labs à Paris quelques semaines après avoir quitté Meta. Le génie de l'IA français parie sur les world models et continue de penser que les LLM sont une impasse. On posera la question à Fanny Bouton si Lequin est l'homme providentiel qui va permettre à l'Europe de revenir dans la course à l'IA. Bienvenue dans Silicon Carnet, le plus grand talk show tech de France, en direct de Paris cette semaine. Désolé d'appuyer sur pause, mais si tu kiffes cet épisode, aide-moi en t'abonnant et en likant cette vidéo. C'est ce qui me permet de continuer à produire ce contenu en toute liberté. Alors, on continue, mais tu likes et tu t'abonnes. On parle de Nvidia, vient de surprendre tout le monde, 20 milliards de dollars pour faire l'acquisition de la licence de la technologie de Groq. Je dis l'acquisition de la licence, puisque il faut pas dire que c'est une acquisition, parce que de la société, ça n'en est pas une. Techniquement, on va revenir sur un peu l'architecture de ce deal. Groq, c'était le dernier espoir d'une architecture alternative au GPU de Nvidia, mais Jensen Huang a sonné la fin de la récré avec un deal Canada Dry. Ça a la couleur et le goût d'une acquisition, mais on va le voir, c'est pas une acquisition comme je le disais. C'est un peu les nouveaux montages qui font fureur en ce moment dans la Silicon Valley, Engie. C'est pas le premier. On avait vu Microsoft qui avait fait la même chose avec Inflection AI, Amazon avec Adapt, Google avec Character.ai, Meta avec Scale AI. Il y avait eu aussi Windsurf, Greg. On connaît quelques personnes à l'intérieur de Windsurf qui devaient être acquises par OpenAI. Et puis finalement, le deal ne s'était pas fait. Et c'est Google qui était arrivé pour faire l'acquisition là aussi. Une fausse acquisition puisque c'était un deal de licence. Tu nous expliques un petit peu, Engie, ce que sont ces deals et pourquoi est-ce que c'est pas des vraies acquisitions? Qu'est-ce qui a changé là? C'est quoi cette nouvelle tendance dans la Silicon Valley? Je pense il y a plusieurs points qui sont liés à cette acquisition. Déjà, il y a la techno de Groq, donc à pas confondre. Donc on parle de Groq avec un Q. Ah oui, on parle de Groq avec un Q. On parle je suis content qu'il y ait enfin cette acquisition, qu'on arrête de se tromper sur les deux. Ouais, déjà. J'ai pensé exactement la même chose. Je me suis dit enfin quelqu'un a racheté cette boîte parce que effectivement on sait jamais. Ouais, voilà. Bon. Mais surtout que Groq avec un K, donc Groq AI de Elon Musk vient de lever 20 millions à 280 milliards de valo, je crois. 20 milliards. 20 milliards. 20 milliards, pardon. Mais oui, mais les millions, les milliards, qu'est-ce qu'on s'en fout maintenant. Qui lève 20 millions. Oui. Et en effet, ils avaient construit une techno assez intéressante pour en effet être concurrent des GPU. Donc c'est pas n'importe qui, le fondateur de Groq, Jonathan Ross. C'est un ancien, ça fait des années et des années qu'il était dans ce milieu-là de la GPU. Il a bossé dans plusieurs boîtes chez Google notamment, bien sûr. C'est lui qui a inventé les TPU, notamment chez Google. Ouais. Et donc là, ils avaient une approche de dire on va servir d'abord les inferences, donc on va d'abord servir les résultats de ce que l'AI a besoin pour fonctionner. Et en fait, dans les 18 derniers mois, il y a eu une course presque aussi forte vers l'inférence, donc vers servir les résultats de l'AI, que vers les GPU, donc d'acheter du pur Nvidia. Et donc c'est là où Groq a eu quand même une croissance assez importante. Et moi, j'ai investi dans Groq, via un SPV en début 2024. Donc j'ai suivi, j'avais un peu des updates. Alors forcément, quand on est attends. T'as investi dans Groq via un SPV et t'avais de l'information? Moi, j'y crois pas une seule seconde. Alors, on avait si. Généralement, les mecs qui investissent via un SPV n'ont jamais d'informations. Alors, ça dépend de la taille du SPV, ça dépend de qui le porte et tout, mais on avait des updates, je dirais, tous les 4-6 mois. En tout cas, j'étais au courant de toutes les levées
etc. Et puis après, du coup, comme j'avais mis un petit peu, je suivais l'actu de Grok. Et d'ailleurs, tu vois, au mois de juillet, Ross, là, il était invité à Paris pour le AI Summit ou je sais plus. Et il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce que vous allez faire racheter par Nvidia? Et il y a eu un petit sourire en coin. Donc, en fait, il y a plein de gens qui le voyaient venir. Moi, je le voulais pour la liquidité. Et du coup, c'est assez marrant. Pour revenir sur ta question sur le deal en lui-même, c'est que pendant 2-3 semaines après l'annonce du deal, là, pendant les congés, on va dire, pendant la trêve, tout le monde disait non, c'est un deal où il n'y a pas vraiment de liquidité. C'est beaucoup du licensing. Donc, il y a 20 milliards, mais qui vont aller finalement pour tout le monde, sauf les employés et les investisseurs. Et la réalité, c'est qu'il y a quand même de la liquidité. On dit que les employés de Grok... T'as gagné combien? Explique-nous. T'as fait quoi? Alors, moi, j'ai pas encore le résultat final, mais c'est peut-être x5, x6 après dilution. Donc c'est cool. En 24 mois, franchement, c'est très appréciable. Après, voilà, on est les derniers à être payés sur ce type de véhicule, donc forcément, mais il y en a qui sont rentrés au même moment et qui font un peu plus. Les employés donc sont quand même assez bien lotis de ce que j'ai cru comprendre, et les investisseurs aussi. Et en fait, pour revenir sur ces types de deals, on a en effet dans la Silicon Valley plusieurs deals qui se font comme ça, qui sont pas vraiment des acquisitions, qui sont des démembrements d'entreprises finalement, où tu vas avoir la technologie qui part, un bout de produit, des équipes, la team d'exécutifs et des gens vraiment clés, et finalement la liquidité qui vient de façon partielle à différents niveaux. Et je pense que c'est un syndrome qui est lié aussi à juste la rapidité du marché, la rapidité de la technologie. Et en fait, les actions et le marché aujourd'hui ne permet pas ça. Alors d'un point de vue, tu vois, antitrust, d'un point de vue aussi juste un événement une vraie M&A, ça met 6-9 mois à se mettre en place avec les lawyers, avec tout un tas de trucs. Donc je pense qu'aujourd'hui, la vitesse ça va plus de vite ces de deals, faire un deal commercial et de licencier la technologie. Exactement. Que de faire un véritable M&A, parce que on rappelle que Nvidia est une boîte cotée et que si elle doit faire un M&A, elle doit documenter fait ce M&A, et donc ça prend énormément de temps, etc., etc. Mais techniquement, et peut-être que tu peux nous expliquer ça, comment est-ce que les investisseurs, j'ai la réponse, mais comment est-ce que les investisseurs récupèrent de la liquidité sur un deal comme celui-là, puisque ce ne sont pas les actions qui sont achetées, puisque c'est un deal commercial. C'est Nvidia qui met 20 milliards sur la table pour ces 20 milliards de contrats. C'est un contrat commercial avec la société Grok pour faire une acquisition d'une licence qui d'ailleurs est une licence non exclusive. Ça veut dire que Grok peut revendre cette technologie à un tiers s'il le souhaite. Alors, je suppose qu'il y a certainement des conditions. Mais alors, comment est-ce que les investisseurs, c'est-à-dire des gens comme toi, qui sont des actionnaires, touchent de l'argent sur un deal commercial? Historiquement, on parle de 3 types de deals. Le premier, qui est le plus connu, c'est les acquisitions, les vrais M&A, où tu vas avoir vraiment une entreprise qui en rachète une autre en reprenant toute la structure légale et toutes les actions. Et donc là, cette boîte va payer les investisseurs, les employés, tous les shareholders qui sont dans les stock options s'exercent puisqu'il y a un élément de liquidité, et donc les employés touchent de l'argent là-dessus. Ouais. Ensuite, tu as un autre truc qui est assez connu, c'est ce qu'on appelle les acquirers, où là, pour le coup, c'est une entreprise type Google va aller voir une startup et va reprendre l'équipe pour dire cette équipe, elle est vraiment bien, je vais la payer. Mais dans ce cas-là, c'est souvent les employés qui touchent des super bonus, qui ont des contrats, et en fait, le deal se fait au niveau des personnes, très peu au niveau de la structure. Donc ça, c'est le deuxième type de deal qu'on voit et qui historiquement est très fréquent dans la Silicon Valley. Et il y a un troisième type de deal qui est en fait entre les deux, qui existe, mais qui s'est beaucoup développé là sur les 18 derniers mois avec tous ceux que tu as cités. On appelle ça des asset sales. Et en fait, c'est au milieu. C'est-à-dire que une entreprise qui est très grosse veut acheter très très vite un savoir-faire, une équipe et éventuellement du produit ou éventuellement du revenu. Et on va en parler avec Manus aussi. Et là, en fait, ils vont faire un chèque pour racheter finalement et démembrer, piquer ce qu'ils ont envie. Donc, un peu d'équipe, un peu de produit, un peu de clients. Et donc, dans ça, pour le coup, tu es obligé de payer les investisseurs parce qu'en fait, tu démembres tellement, tu enlèves tellement de valeur de l'entreprise que si les investisseurs ne reçoivent pas quelque chose, ils peuvent t'attaquer et te faire un procès en disant écoute là, mon coco, tu viens de toucher un gros chèque et nous, on touche rien. En 2026, créer son entreprise ne devrait plus être un parcours du combattant. Et bonne nouvelle, avec Conto, c'est plus le cas.
Conto, c'est la meilleure solution pour créer son entreprise gratuitement en ligne. Ils sont partenaires de Silicon Carnet depuis longtemps. Je les adore, c'est ma startup française préférée. Leur produit est super simple à utiliser. Tu choisis ton type de société, tu avances étape par étape et tout est centralisé au même endroit. Mais ce que je trouve génial, c'est l'accompagnement qu'ils proposent aux entrepreneurs. Tu peux confier toutes les démarches à leurs équipes. Statut, dépôt de capital, publication de l'annonce légale, immatriculation. Ils s'occupent de tout pour toi. Du coup, t'es jamais seul. Les équipes de Conto sont disponibles 7 jours sur 7 et tu bénéficies de 30 minutes d'échange avec un expert pour structurer ton projet et éviter les erreurs. Résultat, plus de 600 000 entrepreneurs leur font déjà confiance. C'est une entreprise sur 5 en France qui se crée aujourd'hui avec Conto et c'est pas un hasard. Si tu envisages de te lancer cette année, commence par te simplifier la vie en choisissant Conto. Ça s'écrit QONTO.com. Allez, retour à ton épisode. Il y a un autre truc aussi, c'est tu disais Grok s'est positionné sur donc fabrique des puces spécifiques pour l'intelligence artificielle et notamment pour traiter l'inférence. Est-ce que quelqu'un peut expliquer quelle est la différence entre l'inférence et le training des modèles, c'est-à-dire l'entraînement des modèles, puisque visiblement les GPU de Nvidia, eux, sont très efficaces pour entraîner les modèles, pour faire le pré-training des modèles, et les puces LPU de Grok étaient super efficaces, elles, au contraire, pour faire de l'inférence. C'est quoi la différence quand on parle d'intelligence artificielle entre l'entraînement des modèles et l'inférence? Quelqu'un peut expliquer ça? Quelqu'un sait? Je peux essayer, si tu veux, de vulgariser ça. Mais en gros, l'entraînement des modèles, c'est quelque chose qu'on va faire ponctuellement et c'est apprendre, en gros. Alors que l'inférence, c'est quelque chose qu'on va faire tout le temps en continu et c'est utiliser ce qui a été appris. Donc, on va utiliser les LLM qui ont été entraînés de façon continue pour répondre à des questions. Et un exemple concret d'inférence, c'est par exemple un LLM qui génère du texte, un modèle qui reconnaît une image ou un moteur de recommandation, par exemple. Tu vas envoyer le prompt, le modèle va calculer la probabilité sur le prochain token, sélectionner le token et recommencer jusqu'à produire une réponse. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'actuellement, et je te parle aussi du domaine en tant que cloud provider, là où je travaille, c'est quand tu utilises les GPU pour faire de l'entraînement, c'est sur un certain temps et puis ça arrête de consommer. Et alors que l'inférence, ça va consommer tout le temps. Donc en termes de chiffre d'affaires et de business, c'est hyper intéressant puisque c'est pas juste un one shot, c'est vraiment continu. Et donc Nvidia n'avait pas ce savoir-là, cette compétence-là, et voyait le marché bouger parce que justement Grok avait pris certains marchés et était en train de consolider ce marché de l'inférence. Et donc le récupérer, c'est se redonner la main sur la suite du business qu'il y a à faire après les LLM en fait. Je montre notamment ici un graphique, c'est que justement quand on parle d'inférence, le temps de réponse, il est super important puisque c'est un calcul qui est en temps réel. Et quand j'ai regardé ce graphique-là que je montre à l'écran, j'ai pas vu au départ la ligne Grok. En fait, elle est tout en haut à droite. C'est-à-dire que Grok est capable de répondre de façon ultra rapide. Et quand on le compare aux autres puces ou aux autres modèles, c'est juste hallucinant la différence de rapidité de réponse de Grok, quoi. C'est assez dingue. On comprend que Nvidia se soit intéressé à cette technologie, effectivement. Et puis comme je te dis, c'est que là pour l'instant l'inférence c'est un tout petit bout du marché, mais on considère que dans quelques années ça va être 70% de ce qui va tourner dans les data centers. Donc une fois que les LLM seront installés et entraînés, c'est ça qui va être fait constamment. Et là, fallait pas rater le coche et c'est hyper smart ce qu'ils ont fait. Donc 70% du marché des data centers à horizon 2028-2030. Si on 2030. Prend la part de marché de Nvidia, on est en train de parler de 200 à 300 milliards. Donc payer 20 milliards aujourd'hui pour garantir 200 à 300 milliards de revenus, se protéger sur 200 à 300 milliards de revenus d'ici 3-4 ans, c'est plutôt un bon deal, non, Angie?
Ouais, moi j'aurais espéré, tu vois, quand j'ai fait l'invest, je me suis dit, est-ce qu'ils peuvent rentrer en bourse à 100 milliards, 150, 200 milliards de valo? Donc forcément, on est toujours, on veut toujours plus. Maintenant, étant donné le marché actuel, et c'était sûr qu'il devait se consolider cette partie-là du marché parce que Grok avait clairement un avantage technique. Après, d'un point de vue commercial, d'un point de vue pénétration, etc., ils ont été obligés d'aller faire des deals, tu vois, au Moyen-Orient, par exemple. Parce que pénétrer le marché américain ou même européen, c'est compliqué. Tu dois avoir des accès à Washington, à Paris, ça devient souverain, toutes ces histoires-là. Donc, c'est un bon deal. Après, j'aurais préféré un peu plus. Je voudrais revenir sur la technologie également de Grok. On a parlé de l'inférence. Je lisais tout à l'heure un papier super intéressant sur une des raisons pour lesquelles Nvidia fait l'acquisition, Nvidia qui communique beaucoup en ce moment au CES sur ce deal de licence avec Grok. Lapsus révélateur, je parlais d'acquisition. Encore une fois, il s'agit d'un deal de licence. Une autre raison peut-être aussi, c'est que les puces de Grok fonctionnent très très bien sur des modèles plus petits. Et que on sait que l'IA va être embarquée de plus en plus dans des téléphones, voire dans des glasses, dans des appareils qui ont besoin de modèles plus petits, et que là aussi c'est un coup assez smart de la part de Nvidia où il ne peut pas mettre des GPU en fait dans ces appareils-là, et qu'il fallait trouver d'autres technologies, d'autres architectures aussi de technologies à base d'API notamment, ce que Grok fait très très bien. Donc là aussi, c'est sur le plan technologique, c'est assez smart. Et je suis d'accord avec toi. Je pense que Grok quand même, c'était quand même une pépite face à Nvidia. Peut-être qu'ils se vendent un peu tôt les cocos, parce que quand on regarde et qu'on ouvre le capot de la technologie de Grok, on se rend compte que ce qu'ils ont construit a énormément de sens, et c'était effectivement une alternative au géant Nvidia qui était très très intéressante, et que finalement 20 milliards c'est peut-être pas cher payé effectivement. Go yourself. Donc Meta vient de débourser plus de 2 milliards pour Manus, une start-up d'agents IA qui a atteint 100 millions de revenus annuels en seulement 8 mois. Ça vous fait rêver, Greg et Andy, ça, 100 millions de revenus en 8 mois. Ouais, mais attends, et la rétention, alors, parlons-en. Et la qualité du revenu. Et puis moi, je pense qu'ils ont eu de la chance. Non, par contre, ce qui est intéressant sur ces annonces de revenus, c'est que quand même, en effet, tu te poses la question de la qualité des revenus, du taux de marge. En fait, 100 millions, c'est extrêmement impressionnant. Mais le problème, c'est que 100 millions n'est pas égal à 100 millions. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a une autre boîte qui a fait 100 millions dans le même temps et qui a un taux de marge de 77%, alors que celle d'à côté a un taux de marge de 14%. Moi, par exemple, j'avais vu les taux de marge de Lovable hors plan payant. Enfin, juste pour le plan payant, pardon. Ce que je veux dire, sans compter tous les gens qui l'utilisent en gratuit. J'étais en mode, waouh, les taux de marge, ils sont pas incroyables, quoi. Après, c'est un business de ouf. Je pense pas que la boîte soit forcément surévaluée, etc. Il y a de l'usage, tout ce que vous voulez, mais ce que je veux dire, c'est qu'en effet, on compare parfois un peu des choux avec des carottes, quoi. Puis il y a des boîtes qui disent que GMV, c'est du revenu récurrent annuel, alors qu'en fait, c'est une place de marché, etc. Donc, ça me gêne un petit peu. Donc maintenant. On comprend pas, les gars. C'est un peu obscur, là, ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que vous pouvez réexpliquer un petit peu ça? Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on annonce des chiffres de revenus. Parlez clairement, quoi. En fait, dites les choses clairement, parce que là, on a l'impression on comprend pas ce que vous dites. Ouais, je te confirme, on comprend rien ce que tu racontes. D'accord. Prenez un dictionnaire si vous comprenez pas. T'as 100 millions, si tu dépenses beaucoup et qu'il te reste que 14% de bénéf, quoi. En gros, c'est pas terrible. Oui. Alors que si t'as 70% de bénéf. En fait, 100 millions, historiquement, c'est ça, non? Historiquement, quand on faisait 100 millions de revenus, dans le logiciel, on avait un gros taux de marge, c'est-à-dire qu'à la fin, il restait énormément d'argent pour l'entreprise. Et si tu faisais 10 millions, puis 100 millions, puis 200 millions de revenus, la boîte faisait beaucoup d'argent et avait un niveau de profitabilité qui était énorme. Donc, une boîte qui faisait 100 millions de revenus, c'était une boîte qui soit grossissait très vite, soit faisait beaucoup de rentabilité, qui avait les moyens de grossir très vite. Et aujourd'hui, 100 millions de revenus, en fait, on sait pas si c'est pas une boîte qui est en train de brûler de l'argent, genre avec des caisses. On sait pas si avant 100 millions d'ARR c'était récurrent, donc on savait que l'année d'après ce serait peut-être
110, peut-être 150, peut-être 250, mais il y avait aucun monde où l'année d'après c'était 14. Ouais. Et maintenant, c'est possible. Voilà. Ouais, non, et complètement d'accord avec toi. Vous êtes en train de dire que les revenus veulent plus rien dire. Les revenus qui sont affichés, les revenus qui sont présentés, on sait pas. Non, mais on est entre deux mondes. En fait, avant l'ARR, c'était quelque chose de normé qui voulait dire quelque chose d'impressionnant. Une boîte qui faisait 35 millions d'ARR, quoi qu'il arrive, c'était impressionnant. Il y avait rien à dire, sauf dans des très rares exceptions. Et aujourd'hui, on est arrivé dans un monde où les gens utilisent encore cette marque du ARR. Et donc, du coup, on a encore ce truc de, on est hyper impressionné. Alors qu'en fait, ça veut plus rien dire. Revenu, hein, pour ceux voilà. Et en fait, cette marque est en train de se fatiguer très vite en termes de marketing. Et du coup, il y a un peu la fatigue de, ah oui, je fais tant de millions d'ARR en si peu de temps et maintenant on n'y croit plus trop. Le point, en fait, pour recentrer le truc, c'est que je pense pas que Meta achète le revenu de toute façon. Non, 100 millions, ils en auraient rien à foutre. C'est pas assez cher. 2 milliards, c'est la prime surtout à l'équipe, au produit et surtout à compenser un gap que Meta a pris sur le manque de développement chez eux de toute la partie agentic qui peuvent après ensuite embarquer dans des produits comme Meta AI ou dans les Glasses, enfin dans les Meta Glasses. Et on va le regarder aussi dans Instagram et dans les autres, hein, dans le shopping notamment, quoi, en fait. Ça va être super intéressant. Hein. Dans le shopping, ouais. Et pour revenir, sur les 100 millions, en fait, disons que Manus fait 100 millions de revenus en utilisant Claude parce que en fait Manus a pas de LLM à eux, donc il paye l'inférence. On appelle un wrapper, qu'en fait, voilà, c'est une interface qui permet d'orchestrer des LLM externes. Voilà. Oui. Et du coup ils ont construit toute leur application autour de Claude. A priori, c'est ce qu'ils utilisent le plus. Et du coup, j'imagine que demain Meta va mettre son propre modèle open source ou leur modèle qu'ils ont chez eux. Et donc là, tout de suite, les 100 millions deviennent potentiellement de la pure marge. Après, la vraie question, c'est comment Meta va réussir à embarquer Manus sur la distribution, c'est-à-dire sur Facebook, sur Instagram, dans les Meta Glasses, dans WhatsApp. Et c'est là où ça va être intéressant. Potentiellement, il y a un fois 100 à aller chercher pour eux en termes de revenus. Ouais. En ce moment, c'est la folie dans la Silicon Valley. L'IA accélère, les cartes sont redistribuées. Et pour comprendre ce qui se joue vraiment, vous pouvez écouter Silicon Carnet, mais le mieux, c'est encore de venir sur place. Du coup, je voulais vous parler de Ramp Up Lab, partenaire de Silicon Carnet. Ramp Up Lab, c'est Boris et Marie, des amis de longue date que je connais bien. Ils sont basés dans la Silicon Valley depuis près de 20 ans. Et ils organisent des Learning Expeditions sur mesure à San Francisco pour des dirigeants, des équipes d'innovation et des programmes MBA. Concrètement, c'est 2 à 7 jours d'immersion dans ce que la vallée fait de mieux aujourd'hui. Vous visitez des grands groupes comme Nvidia, Google ou Meta, mais aussi des startups, des investisseurs, des labs et des campus. Je fais partie des intervenants et je peux vous dire, c'est pas du tourisme. Chaque immersion, c'est un vrai bootcamp avec des analyses, du retour terrain, des ateliers IA et innovation, avec un objectif clair, transformer tout ce que vous voyez en feuille de route pour votre entreprise. Ramp Up Lab s'occupe de tout sur place. Alors, si vous cherchez un partenaire pour votre prochaine Learning Expedition dans la Silicon Valley, je vous conseille d'aller faire un tour sur rampuplab.com. Allez, retour à ton épisode. Alors, moi j'ai deux questions, j'ai pas la réponse, mais la première, c'est juste le chiffre de 2 milliards. Je sais pas s'il est validé parce que moi, j'ai vu d'autres chiffres plus importants, donc voilà. Et la deuxième chose... Plus de 2 milliards, on dit plus de 2 milliards. Voilà, parce que j'ai vu des chiffres, une fourchette entre 4 et 6, etc., donc je sais pas. Je sais pas, je dis juste que j'ai vu pas mal de choses contradictoires, donc si la source est sûre, go, mais j'ai un petit doute. Mais la deuxième chose qui me gêne avec Manus, c'est que peut-être que je me trompe, pareil, c'est une question, je suis pas assez documenté, mais moi j'ai des gens qui m'ont dit que c'était incroyable pour les slides et qu'en fait c'était un concurrent de Gamma, et qu'en du coup l'usage principal venait de gens qui utilisaient pour des slides, et qu'en fait c'était ça qui avait fait une grosse partie de leur revenu. Peut-être que je me trompe. Mais vu les marques, vu les moves de notre cher Zuck, qui achète une boîte qui labelle de la data et qui à l'époque était celle qui était le moins bien positionnée en termes de qualité de la donnée par rapport à des Mercor, à des Surge, etc. Et qui là nous achète un agent IA où a priori leur gros avantage, en tout cas en consumer, c'est les slides. Moi, je questionne un peu la stratégie, c'est-à-dire qu'à un moment, je pose la question. Je veux dire. Je lance le débat et je vois que t'es pas. Moi, je crois pas. Enfin, je sais pas qui t'a dit que ça servait à faire des slides. Je pense que ça sert à faire beaucoup plus que des slides. Est-ce qu'on peut d'ailleurs expliquer? Est-ce que quelqu'un veut expliquer
l'usage de Manus. On parle d'agentic harness qu'en fait, mais en gros, c'est quoi la technologie derrière Manus? Ils ont été parmi les premiers à utiliser vraiment ces suites d'agents, cette orchestration d'agents pour faire des tâches de façon quasi autonome. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de juste répondre à des questions, écrire des mails, et éventuellement faire des slides, même si les slides utilisent justement une suite d'agents pour un qui va faire. Oui, c'est très compliqué de faire des bonnes slides. C'est très dur. Ouais, bien sûr. Dur. C'est pas en mode faire des slides en mode c'est facile. Ouais. Je dis juste que le use case était. Ouais. C'est super dur. Et d'ailleurs, Gamma, qui est la boîte un peu numéro 1 dessus, même si Google a lancé son truc de Google Slide, qui est pas mal aussi. Ouais, c'est assez dur, mais en fait, Manus a été surtout sur ce qu'on va appeler donc l'agentic, le browser use aussi, donc le fait de laisser un agent accéder à un navigateur et avec un prompt que l'agent aille faire quelque chose et finalement fermer une boucle complète, de lui dire est-ce que tu peux aller me comparer des prix d'un voyage que j'ai envie de faire. Par exemple, moi j'avais fait un truc sur Safari en Afrique avec des enfants et donc du coup il va te comparer. Il va aller checker les prix des hôtels, c'est comme du deep research, mais de façon actionnée, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va pas se contenter juste à des sources et lire, il va éventuellement actionner et surtout prendre des actions, faire des actions, c'est-à-dire il va réserver ton voyage, etc., etc. Ouais, t'as des couches d'orchestration en fait. T'as vraiment, c'est étape par étape. Il va te découper la demande pour être capable d'aller chercher d'abord un comparateur de prix, ensuite choisir le prix le plus intéressant qui correspond au budget que tu veux et à tes tendances, et ensuite faire une plateforme de réservation et ensuite te renvoyer, te synthétiser les documents ou voilà. Donc c'est ça, c'est orchestrer en fait différents agents et LLM. C'est pas un modèle de fondation en fait. Et surtout, ce qu'ils sont arrivés à résoudre, c'est le problème de la mémoire et de la persistance. C'est-à-dire que ces modèles de langage, qu'on parle de Claude ou de GPT, ils ont aujourd'hui une limite qui est fondamentale, c'est que après un certain nombre de mots, ils oublient tout ce qui s'est passé avant, quoi, en fait. Et Manus est arrivé justement à gérer ce problème-là et à orchestrer des agents qui peuvent travailler pendant des heures, voire même des jours. Donc en gros, imaginez un agent qui démarre un truc le lundi et qui va continuer et qui va y revenir le mercredi après-midi et qui se souvient exactement de ce qui s'est passé le lundi. Et ça, essayer de le faire avec un LLM classique, ça marche pas, quoi. En fait, ça foire généralement dans la plupart des cas, quoi. En fait, et là, Manus arrive à faire ça, quoi. Et ça a énormément de sens, hein. Ouais, c'est by design dans le sens où un ChatGPT, le produit ChatGPT, si tu fais juste le prompt, ou Gemini, si tu fais juste le prompt et tu ne mets pas mode agent, le but c'est de te donner une réponse rapide. Alors que un mode agent, justement, c'est d'aller faire des actions, d'aller récupérer de la donnée qui est accessible après une action, typiquement, donc potentiellement après un login ou après une sélection dans une liste déroulante, etc. Donc il y a vraiment ce cloisonnement, mais il faut pas se tromper. Ce que fait Manus, c'est donc t'as dit un wrapper, c'est une suite, une orchestration d'agents. Gemini a la même chose, Anthropic a la même chose, et bien entendu GPT a la même chose. Les seuls qui l'avaient pas, c'est Meta. En fait, c'est vraiment un truc qu'ils ont pas vu venir pas vu venir. Je pense qu'ils l'ont fait en interne. Mais ils n'ont pas de produit prosumer ou entreprise Meta. Donc de toute façon, ils n'avaient pas vraiment de besoin d'aller développer ça dans un premier temps. Et donc là, ils font l'acquisition d'un savoir-faire qui est comment on orchestre des agents pour aller faire des tâches un peu complexes. Ouais. Pourquoi est-ce que cette boîte qui s'était créée, c'est une boîte chinoise à la base, elle a été créée en 2022 par des cofondateurs basés en Chine, et puis elle va dans un premier temps se délocaliser à Singapour et lever 75 millions avec Benchmark pour finalement se faire acheter par Meta. Pourquoi est-ce que Fanny, cette boîte chinoise, décide de se délocaliser à Singapour? C'est quoi le rationnel derrière cette décision-là? Alors, je t'avoue que je ne sais pas pourquoi ça a été relevé. On parle de relocalisation forcée, mais j'ai pas vu pourquoi à l'époque. En tout cas, ça date de 2025 et c'était juste 4 mois après leur lancement. Hein. Ils ont déménagé tout leur siège. Après le lancement, quand ils ont vu qu'ils avaient beaucoup de revenus. C'était pas après 2022, c'était... Mais bon, c'était comme si t'étais en URSS et que d'un coup, t'avais un business qui pouvait se faire acheter par les Américains dans les années 80, quoi. Fallait mieux passer de l'autre côté du rideau de fer.
Ouais, et donc c'est Et sûrement je pense pour aussi ça. je pense aussi que, comme le disait Angie, ils utilisent des modèles type Anthropic, et je me demande s'il n'y avait pas aussi un blocus de ces modèles, et peut-être ils pouvaient plus utiliser Anthropic, hein, et que en tant que boîte chinoise, hein. Ouais. Et puis même les agents, tu vois, les agents donc simulent de la navigation, etc. Et en fait, si tu as des agents qui ont des adresses IP qui sont en Chine, tu vois, tous les sites te blacklistent direct en fait. Donc je pense qu'il y a à la fois une notion de on va faire une exit de toute façon, et je pense que quand ils l'ont fait, c'était milieu d'année, donc ils avaient déjà des discussions potentiellement avec Meta ou d'autres, donc ils voyaient ça. Et je pense d'un point de vue opérationnel aussi, quand tu travailles depuis la Chine, soit tu fais du pur open source à la DeepSeek et tu ships les trucs, les gens ils peuvent utiliser, mais sur Manus qui est de l'applicatif et qui doit en plus potentiellement, je sais pas, aller te faire un virement sur ton compte bancaire, etc. C'est juste inimaginable de faire tourner ça depuis la Chine. Mais pour prendre l'exemple que donnait Greg avec l'URSS, c'est assez intéressant parce qu'on a l'impression rétrospectivement, quand on regarde et quand on sait notamment que Benchmark, c'est pas n'importe qui, Benchmark, c'est un des plus gros investisseurs de la Silicon Valley. Je rappelle que Benchmark, c'est le principal investisseur dans Meta, hein. C'est eux qui étaient investisseurs dans Facebook à l'origine, etc., etc. On a l'impression, Greg, quand au moment de la guerre froide, on faisait passer à l'Ouest des scientifiques, hein. C'est exactement, on a l'impression que ça s'est fait à la barbe du gouvernement chinois, cette histoire-là. C'est-à-dire que personne n'a rien vu venir. Ils sont partis s'installer à Singapour. Benchmark a investi 75 millions. Visiblement, ça commence à chauffer un petit peu. Et boum, il y a l'acquisition de Meta. Singapour, ils sont vraiment passés de Berlin-Est à Berlin-Ouest. C'est-à-dire, ils ont fait le move le plus court d'un point de vue géographique, qui leur permettait de se rapprocher des US sans y être totalement. Et en fait, il y a une question de séparation physique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez vous faire racheter et que physiquement, et d'ailleurs, ils ont quand même viré, je crois, 80 personnes sur 120 dans l'équipe alors qu'ils étaient en pleine croissance. Je veux dire, les mecs se sont dit, c'est quand même le move où ils ont dû dire en fait, quoi. C'est ça, quoi. On doit se barrer, on doit y aller maintenant. Ouais. Et vous imaginez, vous êtes en pleine croissance, vous avez une trajectoire comme ça de boîte, il y a tout qui pète en permanence, et vous vous dites, je vais virer 2 tiers de mon équipe et je vais déménager. Je veux dire, il faut quand même, donc on n'a pas les backstories, mais on peut s'imaginer qu'il devait y avoir en effet une grosse pression et qu'ils n'avaient pas vraiment le choix. Le deuxième point, c'est que, en effet, Gaia, vous savez, c'est le benchmark qui a été fait par des gens de chez Google. C'est Grégoire, d'ailleurs, c'est un Français qui est à l'origine de ça, un autre Grégoire, un mec brillant qui est à Paris. Et du coup, qui d'ailleurs m'expliquait à quel point c'était dur d'avoir un benchmark qui n'était pas fait dans la Silicon Valley, qui était reconnu, même si c'était un brillant chercheur chez Meta. C'est-à-dire, les gens de la Silicon Valley aiment bien utiliser des benchmarks qui ont été faits dans la Silicon Valley. Il y a vraiment quelque part un petit entre-soi de ce côté-là. C'est pas exactement ce qu'il m'a dit, mais on comprend que c'est pas normal qu'un benchmark d'une telle qualité ait mis autant de temps à être reconnu par tout le monde. Et en fait, Manus permettait d'avoir des 5-10% d'amélioration sur un agent quand vous utilisiez Claude Code seul. Claude, c'est Claude Code des formations professionnelles. Vous utilisiez un agent, et quand vous utilisiez avec Manus, en fait, il arrivait en effet avec tout ce que vous mettiez autour de l'agent à avoir 5-10% de performance supplémentaire. Ce qui est quand même incroyable, c'est de voir que Meta, ils étaient pas du tout dans cette course. C'est ce que vous avez dit. C'est-à-dire que Anthropic racheter Manus pour passer de 80% de completion, par exemple, sur un bench à 85. Pourquoi? Par contre, si vous êtes à 40 ou à 50 parce que vous avez pas du tout développé cette suite agentique et que vos agents sont pas performants, en effet, ça a de l'intérêt. Moi, ça m'interroge quand même de voir que j'ai l'impression que Zuck, il est en retard en permanence et qu'à un moment, je me disais, le mec était en mode war mode, il allait gagner à faire ses énormes chèques à ses researchers, à racheter ses boîtes, etc. Et là, moi, j'ai un peu le sentiment, et on en parle après avec Yann Lequin, que j'ai l'impression qu'il est toujours à contre-temps. Par contre, ce que j'ai eu comme écho pour discuter avec plusieurs chercheurs de chez Meta, c'est quand même qu'ils semblent, en tout cas, ils arrivent à le dire en apparence, qu'actuellement, ils ont une bonne ambiance et qu'ils sont assez confiants sur ce qu'ils vont shipper dans les prochains mois et qu'a priori... Meta. Meta. Il y a une possibilité pour ce qu'ils reviennent dans la course. Autant à un moment, je me souvenais, j'ai acheté des stocks Google pendant une émission, parce que pour le coup, je sens qu'il y a vraiment quelque chose. Ils ont été en avance surtout. Eux, ils étaient en avance surtout. Et en fait, ils ont pas vu le vent tourner et les gens ont pris ce qu'ils avaient découvert pour les fumer et du coup, ils sont en train de revenir. Autant Meta, pour l'instant, ils ont fait une percée avec Llama 3 et c'était impressionnant en open source. Ils ont détruit ce qui leur avait permis de faire ça en interne avec l'arrivée d'Alexander Wang. Et en attendant, ils nous ont pas sorti quelque chose d'impressionnant. Et soit ça va sortir pour moi, soit ça sort dans les prochains mois.
et en fait ils sont en train de revenir, et c'est a priori ce qui se passe, ce qu'on dit en interne, soit ça sent très très mauvais pour Meta, hein. C'est pas de leur faute. On va dire, Meta, c'est historiquement une boîte qui fait du consumer, qui fait du B2C, donc qui fait des applications mobiles où on passe beaucoup trop de temps au quotidien. Mais aujourd'hui, ce qui porte l'innovation de l'IA, c'est quand même des applications entreprises. C'est là où ça paye, en fait. C'est là où les gens vont payer. ChatGPT, c'est très prosumer. En vrai, oui, tu vas lui demander comme une recette de cuisine et 2-3 trucs, mais au final, les gens qui vont payer, même le 20 € par mois ou le $20 par mois, ils l'utilisent dans le cadre professionnel. Parce que c'est là où ça te fait des gains de temps et de productivité qui sont extrêmement importants. Et je pense que Meta, historiquement, c'est pas une société qui sait shipper du produit pour l'entreprise. Et donc, forcément, tu te dis pas, je vais faire de l'orchestration d'agents, je vais continuer à faire des modèles dans l'état de l'art le plus précis. Et un jour, ça sera prêt pour le consumer. Et en fait, quand on ship pour du consumer, il faut que ça soit parfait. Sinon, tu te fais défoncer, tu perds tes users et tu perds ta pub. Exactement. Ouais. Donc, tu perds ta pub, tu perds tout. Alors que dans l'entreprise, il y a toujours cette notion d'itération, de pilote. Tu vends un premier truc, ça marchote. Tu vends un deuxième truc, ça marche mieux, etc. Et l'entreprise est prête à absorber ça. Alors que un gars sur Instagram ou sur WhatsApp, il utilise ton truc, ça marche pas, il dit bon bah ciao, vas-y, moi j'utilise plus jamais cette feature. Donc ils ont un vrai problème de distribution et de maturité sur leur technologie AI et donc ils essayent de rattraper ça, ouais. Mais d'un point de vue culturel, hein, pour avoir fait pour avoir dépensé quelques dizaines de millions d'ads sur Facebook à l'époque, il y a quelques années mon agence, mais mon business une autre vie, mais ils étaient excellents sur la partie consumer et Instagram, c'est addictif, enfin c'est impressionnant, WhatsApp, comment c'est foutu, etc. Sur la partie B2B, quand vous vouliez dépenser de l'argent sur Meta, c'était une blague. C'était horrible, c'est la pire expérience de ma vie. Sans déconner, on a été choqués. Il y avait des gens qui avaient fait un business où parce qu'ils connaissaient des modérateurs de chez Meta, vous payiez très cher des gens parce qu'ils avaient accès à des gens qui vous répondaient. Et le produit était imbitable. Il fallait des jours et des jours de formation pour pouvoir l'utiliser. Ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue culturel, je pense que c'est dur de switcher une boîte qui est aussi B2C dans l'âme et qui a tout gagné en B2C et qui, du coup, en B2B, en fait, ils font de la merde, mais les gens sont obligés de payer parce qu'ils sont leaders, à une boîte qui est en effet capable de déployer ses logiques enterprise avec des agents et d'aller chercher de la... Et dans un environnement très concurrentiel. Très concurrentiel. Ils sont pas les leaders et ils sont comparés effectivement à d'autres solutions qui sont aussi très très efficaces. Mais je pense aussi qu'il y a eu aussi une autre erreur, c'est celle de l'open source. C'est-à-dire que l'AMA 4, ils l'ont déployé avec cette stratégie open source et qui se sont fait complètement avoir, d'abord parce que le modèle était pas à la hauteur, effectivement, comme vous dites, et ça s'est vu, et puis que aussi DeepSeek, lui, s'est en même temps déployé sur un format open source, et par contre avec un produit qui lui tenait véritablement la route. Donc il y a eu une coïncidence aussi avec la sortie de DeepSeek en mode open source, qui fait qu'ils se sont fait ratatiner par les Chinois. C'est intéressant d'ailleurs cette acquisition de Manus, parce que c'est la première fois qu'une société américaine de ce calibre, comme Meta, fait l'acquisition d'une startup AI chinoise. Ça n'est encore jamais arrivé. Pour l'instant, le commerce se faisait entre sociétés américaines. D'ailleurs, quand Benchmark a investi ses 75 millions dans Manus, il y avait des discussions ici dans la Silicon Valley où Benchmark était très critiqué parce qu'il y a une véritable guerre aujourd'hui entre les US et la Chine. Pourquoi est-ce que vous allez foutre 75 millions dans une boîte chinoise? On se rend compte maintenant, on comprend mieux aujourd'hui pourquoi. Parce qu'ils savaient très bien que la boîte allait terminer chez Meta. C'était évident, quoi. C'était écrit. Donc là, US 1, Chine 0. Là-dessus, sur le coup, quoi. En fait, les Chinois se sont fait avoir. Moi, le dernier truc qui me gêne là-dessus, désolé, c'est avec Meta, c'est que ça a été les seuls à acheter un fournisseur de données, donc un scale. Personne a acheté de Mercor, etc. pour leurs données. Tout le monde juste donne beaucoup d'argent à ces boîtes. Ensuite, tout le monde s'est positionné sur le code avec des achats plus ou moins, donc soit développés en interne, soit des achats de code. Meta se sont pas positionnés dessus. Là, c'est les premiers à se positionner sur l'agentique, alors que les autres, ils sont déjà bons, ils se positionnent pas dessus. J'ai l'impression que Meta, ils font quand même souvent, sur cette partie-là, des choix qui sont entre guillemets originaux et qui du coup m'interrogent beaucoup. Voilà.
Ouais, là sur Manus, il y a vraiment le sujet du commerce agentique, enfin du commerce autonome. Ça s'appelle e-commerce. Et grosso modo, normalement, ça va être 100 fois ce qu'on a connu avec le e-commerce. Je pense qu'il y a un vrai pari chez eux de se dire, si on arrive à avoir des agents capables en effet de réserver un hôtel, d'acheter sur Amazon, etc. Vu qu'on a la distribution, parce que tu peux avoir tes lunettes Meta et dire fais-moi mes courses. Tu peux avoir Instagram, tu vois une pub, tu l'achètes. Enfin, tu vois, c'est tout l'agent, il est embarqué avec toi, assistant personnel. En fait, il y a deux trucs qui sont intéressants. Il y a Visa qui a lancé un truc assez similaire il y a pas longtemps avec beaucoup d'argent. Et il y a surtout une rumeur. Alors, ça reste une rumeur pour l'instant que OpenAI rachèterait potentiellement Pinterest. Donc en fait, ils feraient le chemin inverse, tu vois. Donc en fait, OpenAI, ils ont l'agent, ils ont le savoir-faire, mais par contre, ils n'ont pas du tout la distribution B2C pour aller faire l'agent commerce. Et là, en l'occurrence, Instagram, WhatsApp et Facebook, ils ont la distribution, mais ils n'avaient pas le savoir-faire agentic commerce. Donc, ça peut être un play, ouais. C'est super intéressant et je sais pas comment est-ce que l'Europe regarde ça, mais putain, il y a des deals qui sont en train de se faire en ce moment aux US, mais truc de fou quoi. En fait, ça se passe. Il y a de la liquidité, hein. Non, il y a de la liquidité qui a lieu, quoi. Hein. C'est. Il y a du cash et les gens préparent l'avenir. Il y a du cash, hein. Ouais, il y a du cash. En fait, les gens, l'impression que ça me donne, moi, c'est que aux US, on peut critiquer, et j'espère me tromper sur Meta, parce que c'est quand même c'est un très grand entrepreneur. Mais toutes les grosses boîtes ici se positionnent. C'est genre Game of Thrones. Tu vois. Tout le monde essaie de dire je vais racheter telle boîte, je vais me positionner comme ça, là je vais me faire acheter par tel mec, etc. En Europe, il se passe rien. J'ai pas l'impression qu'il y ait des boîtes qui se disent. Mais en même temps, t'as pas tant de boîtes que ça en Europe qui permettent. Oui, mais se faire acheter par LVMH quand tu fais une boîte, c'est vrai que c'est moins, tu t'y crois moins, quoi. Mais quand tu es une boîte dans l'IA, je veux dire. Mais du coup, moi, en effet, je vois ces questionnaires stratégiques et aujourd'hui, c'est hyper intéressant parce que les boîtes se lancent en se disant, il y a des boîtes qui se marketent en se disant, moi, de toute façon, l'objectif, c'est de me faire acheter par telle boîte. Et les mecs disent, je sais que telle boîte est pas bonne en stratégie. Moi, j'ai discuté avec un mec, par exemple, qui me disait Anthropic. Ils ont un problème sur tel sujet. Ils peuvent pas le faire pour des raisons légales, mais c'est un énorme business. Du coup, nous, on fait ça parce qu'on est petit et on passe en dessous du régulateur. On sait que la loi va évoluer à un moment et ce jour-là, ils nous rachèteront. Et tu vois, le mec pense à ça, déjà. Et le mec est en train de lancer sa boîte parce aujourd'hui, personne n'a cette profondeur de réflexion en Europe. Parce qu'en fait, ce jeu-là, il n'existe pas. Ouais. Non, et puis oui, tu as toutes les boîtes du CAC qui auraient pu racheter. Enfin, c'est le cas aujourd'hui, c'est le cas il y a 10 ans. Pourquoi, je sais pas, Orange a pas racheté Aircall. Tu vois, enfin, t'en as plein. Pourquoi ils ont pas bougé? Et aujourd'hui, clairement, vu les valos et vu le cash qu'il y a dans les boîtes du CAC 40, par exemple, ou même les boîtes européennes, il n'y a pas de ces opportunités de sortie. Et c'est très malheureux parce que c'est ce qui nous manque en fait. C'est pas BPI ou French Tech, etc. qui vont faire les exits à 5 milliards. C'est vraiment nos groupes, nos Total, nos Dassault, nos machins. Et eux, je sais pas ce qu'ils foutent. Peut-être ils jouent au golf, j'en sais rien. Mais non, parce que quand on dit à Nvidia, ils ont 60 milliards de cash, ils mettent 20 milliards sur une boîte, ils parient quand même 30% de leur trésor sur leur avenir. Ouais. Je sais pas si aujourd'hui il y a des boîtes du CAC 40 qui sont prêts à parier 30% de leur trésor sur leur avenir. Même 1%. Même 1%, ils parient pas. Oui, c'est ça. Normalement, c'est qu'ils devraient faire au moins 1% en R&D sur plusieurs thématiques. Tu vois, c'est 1 milliard, 1 million, quoi. Nvidia, ils font 30% de leur cash. 30% de leur cash sur une boîte pour se positionner. Ils rachètent 3 fois la valo d'il y a quelques mois, juste pour avoir l'équipe dans un truc dans un deal. C'est même pas une acquisition, comme on l'a dit. Je veux dire, ça, c'est incroyable. Et ça, c'est un sujet de culture, pour le coup. C'est pas un sujet de cash. Ah oui, complètement. Ouais, et t'as un vrai renouveau à faire en Europe. Et comme tu disais, sur le CAC 40, je pense qu'il y en a là qui commencent à se poser des questions. Tu vois, il y a eu la vague du métaverse, des NFT, le début de l'IA, et ils se sont quand même pris des belles tollées parce qu'ils ont juste été suiveurs. Et il y a des vrais enjeux là à se réinventer. Et est-ce qu'ils vont aller sur l'IA ou est-ce qu'ils vont aller plus loin? Ça, c'est aussi intéressant. Est-ce qu'ils vont essayer le coup d'après? Mais on a tendance à suivre et à attendre en Europe, hein, tout le temps. On va attendre que ça marche. Et ça, c'est une erreur stratégique dans l'innovation. Ouais, mais en Europe, on a encore à se poser la question de savoir si l'IA, c'est vraiment quelque chose de bien. Hein. Donc, je pense qu'il y a ça aussi, quoi. Je pense que cette urgence et cette
on est non, encore mais c'est pas quelque chose de bien. Est-ce que Mais c'est parce bien, que t'as plusieurs sujets. T'as la sécurité des données et qu'est-ce qu'on fait des données et comment c'est légiféré. Et c'est difficile de lancer une boîte IA qui va aller s'attaquer à tout un tas de données avec toute la législation qu'il y a de toute façon. Et puis après, il y a tout le côté aussi. Je pense qu'en effet, l'Europe se pose encore des questions écologiques et c'est pas anodin, c'est pas non plus idiot. C'est qu'est-ce que ça va donner, combien ça va consommer, est-ce que ça va vraiment être possible de faire ces data centers, est-ce qu'on va être capable de produire l'énergie, comment veux-tu sortir des gigawatts en Europe comme ça en claquant des doigts, quoi. C'est un vrai sujet, ça aussi. On peut annoncer des grands plans d'IA. Déjà, comment on va produire l'électricité pour faire tourner tout ça, et où est-ce qu'on a des espaces et des terrains. On n'a pas ces grands espaces comme aux États-Unis, en Australie ou dans d'autres régions où tu peux installer des nouveaux bâtiments. Et on n'a pas accès à l'espace non plus, c'est-à-dire à l'orbite, puisqu'on en a parlé aussi dans Silicon Carnet, le déploiement en fait de ces data centers dans un futur plutôt proche, il va aussi se passer dans l'espace, quoi. Il passe alors là, j'attends de voir quand même pour la maintenance et tout. Il y a quand même des enjeux stratégiques. C'est comme de mettre des data centers au fond de l'océan. Bon. Non, mais il y a un endroit plus proche où il fait froid, c'est le Groenland. Moi, je pense qu'il faut se positionner. Alors, je tenais à vous signaler qu'à Bourg-Saint-Maurice, en ce moment, il fait froid aussi. Et moi, j'ai de la place dans mon jardin. Voilà, Nvidia, si vous m'entendez. Un petit data center. Et non, mais alors, est-ce que dans ton jardin, tu n'as pas des grenouilles ou des hérissons qui passent et du coup, tu pourrais avoir une association qui vient t'empêcher de construire et de bloquer tes projets pendant 3, 4, 15 ans. Même si tu as tous les financements, même si tu as les autorisations, tu vas être bloqué. Et on voit aussi des sujets comme ça en Europe. Et c'est une vraie question. Là, je vois des gens s'arracher les cheveux est-ce qu'on doit encore sauver les grenouilles de telle race parce qu'il en reste qu'une dizaine, et empêcher l'innovation et se faire croquer tout cru par le monde entier, ou est-ce qu'on s'en fiche des grenouilles? Et là, il y a des vrais sujets en ce moment, parce que en effet, il y a des régions qui ne se posent pas la question, et en Europe, on se pose ces questions-là. C'est le pari pascalien mais c'est le pari pascalien de l'Europe. C'est-à-dire, en fait, on se retrouve dans une situation où on dit, en fait, est-ce que on doit protéger ou pas? Mais en fait, c'est est-ce que croire en Dieu ou pas? Si votre avion est en train de s'écraser, croire en Dieu, ça vous prend quelques secondes, et l'upside, il est illimité, il n'y a pas de downside. Et en fait, on est exactement dans la même situation. Si de toute façon, on décide de protéger les grenouilles et que personne ne protège les grenouilles, on va se faire déchirer la gueule. Alors que si on décide, à contre-cœur, de pas protéger les grenouilles pour essayer d'être les leaders, au pire, on échoue, mais de toute façon, les grenouilles sont mortes. Au mieux, on réussit et on arrive à imposer aux autres États, en leur serrant les coronesses gentiment, parce que j'ai l'impression que c'est devenu le mantra de la politique internationale. Et on peut leur forcer, les obliger à une force nos règles sur la partie culturelle, protection de l'environnement, etc. Et c'est la force de certaines régions. Je pense que, tu vois, si tu regardes toute l'histoire des civilisations, à chaque fois qu'on a commencé à beaucoup réfléchir, à vouloir être plus civilisé, à vouloir respecter plus tout le monde, bah, t'as toujours un plus belliqueux et un plus ténu qui arrive et qui te nique la civilisation avancée. Regarde l'histoire. Et bah, là, on est un peu ça, mais en version technologique. Et en effet, si on réagit pas... L'Europe, elle réagit puisque comment elle a un nouvel... Waouh, je connais la troisième partie, je sais pas comment tu vas faire la transition. Ça sent bon cette histoire. On se demande. On se demande vraiment. Non, mais si, je la fais parce que l'Europe tout d'un coup a un nouveau chevalier blanc. C'est Yann LeCun qui justement a quitté Meta. Et on va voir qu'on commence à découvrir pourquoi est-ce que Yann LeCun a quitté Meta. C'est assez intéressant. Et il y a ce nouveau chevalier blanc, c'est Yann LeCun, qui lance son projet Ami Labs. Et il a décidé de le lancer à Paris. Il paraît même que Emmanuel Macron lui aurait envoyé un texto, un SMS suite au lancement de ce projet-là. Et l'Europe, tout d'un coup, se met à rêver à nouveau de revenir dans la course à l'intelligence artificielle. On en parle dans la troisième partie de cette émission. Yann LeCun, donc le Chief AI Scientist de Meta pendant 11 ans, lauréat du prix Turing, vient de lancer Ami Labs, Advanced Machine Intelligence. Et il a lancé ça à Paris, malgré mes recommandations. J'avais dit dans un épisode de Silicon Carnet que si Yann LeCun lançait sa start-up en France, ça veut dire que soit il manquait d'ambition, soit il manquait de jugement. Pourtant, il
l'a fait, quoi. La startup vise une levée de 500 millions d'euros à une valorisation de 3 milliards. Avant même d'avoir sorti un produit, c'est du jamais vu en Europe. Je me rappelle à l'époque quand Mistral avait levé 100 millions, tout le monde hurlait en disant c'est n'importe quoi, 100 millions pour une startup qui n'a pas encore de produit. Là, on parle de 500 millions à une valorisation de 3 milliards. Visiblement, c'est pas encore fait, puisque tel qu'on le lit des fois sur LinkedIn, j'ai l'impression que les gens croient que Yann Lequin a levé 500 millions. Greg, tu confirmes? Le tour n'est pas closé. Non, j'ai envoyé quelques textos à des potes invest pour leur demander, donc je vous fais un résumé. Ok. Mais en gros, le tour n'est pas très chaud. Et les rumeurs un petit peu, est-ce que Nabla était tant sur une bonne trajectoire que ça? Nabla qui est une super boîte, je précise, mais sur la trajectoire selon les standards dont on a parlé. Alors attends, on explique pourquoi tu parles de Nabla, parce que justement, il y a un truc qui est assez étrange, c'est que Lequin ne sera pas le CEO de cette boîte, de sa propre boîte. Ça, c'est assez étrange. C'est Alex Lebrun, le fondateur de Nabla, d'une autre startup dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est une startup qui aide les médecins à faire de leur des observes, etc. En fait, les médecins perdent énormément de temps. Le compte rendu, à la fin, prendre des infos, faire les prescriptions, ça prend énormément de temps. C'est un énorme problème. C'est peut-être 20% du temps des médecins. Absolument. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il se trouve que j'ai été chez le dermatologue aujourd'hui et qu'à la fin de l'entretien, il me dit « Je vais faire mon compte rendu devant vous ». Et je l'ai vu prendre un enregistreur audio avec une bande magnétique. Et ensuite, il le donne à son assistante. Comment on appelait ça, là, un dictaphone. Un dictaphone et ensuite il le donne à son assistante. Oui, je l'ai vu. Et aussi. Voilà. Et donc il a enregistré son compte rendu en face de moi sur un dictaphone. J'ai pas osé lui dire, vous savez, vous pourriez parler à ChatGPT en mode vocal. J'ai une question pour toi, Carlos. T'arrêtes pas de dire que les US c'est génial. Pourquoi tu viens de faire soigner en France? On entend moins ta grande gueule, mon salaud, Non, mais j'étais en France, donc du coup, je suis allé sur Doctolib et j'ai trouvé immédiatement un dermatologue. C'est formidable, Doctolib, et ça m'a permis de pourquoi tu dis ça? Je vois pas du tout pourquoi tu dis ça. Non, mais il y a un truc bizarre. Et il se trouve que effectivement moi aussi j'ai envoyé quelques messages aujourd'hui à notamment des investisseurs de chez Nabla, de la boîte de Alex Lebrun. Je leur ai dit écoutez, on va parler du deal. Vous êtes investisseur dans Nabla. Quel est votre commentaire là-dessus? Personne ne m'a répondu. moi, je pense que vous avez des amis investisseurs qui sont trop français et en l'occurrence, oui, et assez mauvais. J'aimerais bien voir leur DPI là sur 5 dernières années. Perso, moi, j'ai eu des vents contraires. De toute façon, le tour, il doit pas se boucler avant la fin du mois en termes de financement. Là, c'est que les commitments. Je pense que l'erreur vraiment, c'était d'annoncer le début du tour pendant les vacances, surtout pour une boîte française où on sait que de toute façon plus personne bosse à partir du 15 décembre. Ça, c'était une erreur. Et donc, je pense que ça se réchauffe depuis 3-4 jours. Ouais, moi, je pense qu'ils sont bien. Donc, traduction, je vous le dis. Ça veut dire qu'il y a un SPV qui est en train de se créer avec 4 Pimpoy qu'en fait et que l'ami NG utilise le pognon qu'il vient de faire. Carlos, si tu m'avais écouté, moi en 4 mois, j'ai fait 4 sorties et franchement, c'est au moins x5 au total en moyenne. Donc écoute, l'AI se porte très bien. Non, mais pour revenir sur Amine, non, je pense que le tour se passe bien et de ce que je comprends, il y a quand même des fonds qui sont en fait, je pense qu'ils font la fine bouche. Ils ont des fonds très intéressants. Yann Lequin, c'est pas n'importe qui. En fait, aujourd'hui, tu as des labs de recherche faits par des mecs qui ont 22 ans à Paris ou en Silicon Valley. Et les mecs, ils ont pas de produits, ils font des valos à 1 milliard. Et ça, c'est prouvé. Ils font seed série A. En 2 tours, ils sont à 1 milliard de valos. Là, tu parles de Yann Lequin. Peu importe s'il est à Paris, il serait même chez toi, là, dans le Limousin ou je sais pas où. Le mec, 3 milliards de valos, tout le monde met. Moi, je te dis que le tour, il a aucun problème à se clôturer. Maintenant, c'est la qualité des invests. Mais pour Yann Lebrun, pardon. Alex Lebrun.
Non, mais c'est la blague. J'avais fait la contraction entre Alex Lebrun et Yann Lequin. Ok, cette blague est tombée. Alors, je te laisse parler. C'est une blague nulle. Mais c'est de la merde. Fanny, vas-y. Non, mais c'est intéressant de voir Yann Lequin qui est à l'origine quand même des sujets LLM et ça date des années 90. Et ce qui se dit aussi dans le milieu et qui pose question, c'est est-ce qu'il a vraiment la vision pour porter l'IA du futur? On a le même sujet avec l'ami Luc Julia, qui a été longtemps critiqué et qui vient de quitter aussi, ça a été annoncé cette semaine, Renault. Allez savoir si on va pas avoir une deuxième start-up d'un de nos anciens de l'IA qui se lance. C'est le bon moment pour eux d'aller chercher des sous et de lever des fonds parce qu'ils ont un nom, parce qu'ils ont une connaissance du milieu et des politiques. Alors bon, sur Luc Julia, moi ce que j'ai entendu, c'est pas qu'il avait quitté Renault, hein, c'est qu'on lui a demandé de partir, hein, quand même. Hein, oui, c'est pas le même niveau quand même d'expertise, on va dire. Entre les deux. Non, mais en France, il y a encore 6 mois, tout le monde les mettait comme les deux papes de l'IA. Oui, mais en France, ils font s'asseoir, ils estiment que Éric Zemmour c'est un homme politique. Donc après, la France quoi. Mais c'est juste que du coup, les fonds qui vont investir, le fait de les accueillir, etc., et de monter ces projets-là, est-ce que c'est pertinent justement avec des gens qui sont sur des anciennes technologies, mais qui ont toujours dit que les LLM avaient des limites et que l'IA avait des limites. Moi, j'ai entendu Yann Lequin plusieurs fois dire une IA, c'est aussi con qu'un rat. C'est pas plus intelligent qu'un rat, et un rat, c'est déjà pas mal intelligent. Mais je l'ai entendu en live le dire. Et donc, c'est intéressant de voir, en effet, est-ce qu'il a pensé à la suite? Est-ce qu'il y a vraiment des algos et la possibilité de créer ces fameux world models? Ou est-ce que c'est je vais aller vendre la suite et voilà. Donc je pense qu'il y a plein de gens qui vont se poser des questions. C'est oui, on sait que les LLM, ça fera pas de l'AGI. Comment on obtient l'AGI? Est-ce que c'est les world models qui vont le faire? Alors justement, Ami Labs, c'est le pari justement de ces world models qui vont remplacer les LLM. C'est effectivement tout le pari que fait Yann Lequin. Bon, comme vous le dites, Yann Lequin, c'est prix Turing. Normalement, il sait de quoi il parle. Et c'est peut-être la suite logique. On note que d'ailleurs Nvidia vient d'annoncer là en ce moment au CES un nouveau modèle qui s'appelle Alpamayo, et c'est un world model open source pour les véhicules autonomes qui fait exactement ce que Lequin prêche depuis des mois, quoi, en fait. Donc il n'est pas tout seul à dire ça dans le désert. Il y a des choses, il est en train de se passer des choses et Yann Lequin a l'air très très sûr de lui quand il dit ça. Et effectivement, tu as raison, Fanny. Luc Julia disait la même chose. Il disait que les LLM c'était pas du tout la solution. Et quand il s'agit notamment de conduire une voiture de façon autonome, bah oui, un modèle probabilistique, c'est pas la bonne technologie pour conduire un véhicule. Donc il faut trouver d'autres modèles. C'est aussi ce que dit Elias Sutskever, où il dit voilà, on est arrivé à la fin d'un truc, il faut repartir en mode recherche, quoi. En fait, il faut aller chercher. La question n'est plus de scaler, quoi. La question n'est plus de rajouter de la force brute, quoi, en fait, sur l'intelligence artificielle. Il faut aller reprendre le travail de recherche, aller se reposer des questions et repartir sur de nouvelles hypothèses. Et c'est ce que fait effectivement Yann Lequin. Donc c'est super intéressant. Est-ce que quelqu'un peut expliquer justement ces world models? Quelle est la différence entre ces world models et les LLM classiques et traditionnels qu'on connaît aujourd'hui et qu'on utilise au quotidien? Le world model, il va avoir besoin de comprendre l'environnement, de simuler ce qui va se passer, de planifier les actions avant de les exécuter, contrairement au LLM qui a été entraîné et qui va répondre avec ce qu'il a appris. Et donc, comme tu dis, c'est pas de la prédiction, c'est de l'analyse de tout ton entourage. Et ça demande d'être un peu multicompétence. Quand tu parles de piloter une voiture autonome, faut voir, faut écouter, il y a tout un tas de capteurs et d'analyses à faire. Et on voit bien que pour l'autopilote, même si on est arrivé à des très bons niveaux et c'est de mieux en mieux, et les derniers exemples de Tesla, les dernières semaines montrent qu'on a encore des avancées, que c'est déjà mieux, c'est 10 fois mieux maintenant qu'un être humain qui conduit. On a besoin d'aller encore plus loin pour vraiment le niveau 5 d'autonomie. Et c'est complexe parce que ce que fait un cerveau humain et un corps humain à reproduire sur ce type de comportement, voilà, c'est une des attentes. C'est pas encore de l'AGI, mais ça permettrait justement d'être
d'analyser cette situation au lieu de juste répondre avec des connaissances qu'on a acquis. Sur un véhicule autonome, c'est vachement intéressant parce que un LLM peut, par exemple, reconnaître un piéton sur le trottoir. Ça, l'intelligence artificielle actuelle, elle peut très bien, tu sais, on sait reconnaître un chat, hein, donc on sait reconnaître un piéton, on sait ce que c'est qu'un piéton, on sait ce que c'est qu'un arbre. Sauf que là, le World Model, il est capable de non seulement reconnaître que c'est un piéton, mais aussi de reconnaître son intention par rapport à son mouvement. Est-ce qu'il va traverser ou pas la rue? Est-ce que le piéton est statique? Est-ce qu'il s'apprête à traverser? Et ça, effectivement, dans le cadre des véhicules autonomes, c'est vachement plus intéressant que simplement de reconnaître un arbre et faire les différences entre un arbre et un piéton. Effectivement, c'est clair. Et je pense qu'effectivement, on a besoin de ça. Et l'architecture JEPA que Lequin a développé chez Meta, elle est basée justement sur ce principe-là. Elle est capable d'apprendre à partir de vidéos et de prédire à partir de vidéos ce qui va se passer dans le futur. Ouais. C'est plus que prédire du coup. Ouais. C'est plus que prédire du coup. C'est vraiment anticiper. Ouais, voilà. Anticiper. On l'a dit en même temps. Ouais, c'est exactement ça. C'est l'anticipation. C'est le côté faire des scénarios. Donc là, tu parles du chat qui traverse. C'est se dire si j'écrase le chat, est-ce que les roues vont pas glisser et tu vois faire que je vais aller dans le fossé. Et en fait, c'est tous ces scénarios qui se font en parallèle. Donc déjà, ça demande un compute qui est énorme, mais c'est sûr que ça demande un entraînement qui est différent. Et c'est assez marrant parce que on essaye avec les LLM, nous aujourd'hui par exemple dans la finance, dans la comptabilité, mais tout un tas de gens essayent de faire de transformer des modèles probabilistiques, donc les LLM qui prédisent le prochain mot, la prochaine valeur, etc. Et d'en faire des orchestrations, soit d'agents, soit de chain of thoughts, etc. En fait, c'est des modèles de réflexion qu'on va mettre en parallèle et on va dire ah tiens ça c'est le modèle final, la valeur finale qui est la moins bête et qui a le plus de probabilité d'être juste. Le world model, c'est différent. Il a anticipé, il a raisonné entre guillemets. En tout cas, c'est ce qu'ils essayent de prouver. Et si il a raisonné, il sait prendre la décision qui est la bonne. Il n'y a plus de sujet de c'est la plus proche de 99,9%. Et donc, en effet, ça reproduit un peu le cerveau humain où toi, tu utilises ton expérience, ton entraînement de toute ta vie, plus tous ces paramètres en fait qui sont autour de toi et tu y sais, bah ouais, la distance au mur, le chat, est-ce que je vais vraiment l'écraser, etc. Et donc, ouais, c'est ça qui est super intéressant. Et s'il y arrive, bah, c'est exceptionnel. Et c'est bien dans le cadre des véhicules autonomes, on comprend tout à fait ça, de comprendre ce monde physique qui nous entoure et d'être capable d'anticiper des événements, mais aussi dans d'autres secteurs vachement intéressants, c'est dans le domaine du médical, quoi. C'est l'IA médicale. On comprend aussi que d'être capable, cette capacité aussi à comprendre l'environnement physique, elle peut avoir aussi énormément de sens, ça c'est clair. Donc non, c'est moi je trouve que la technologie, en tout cas je suis pas un expert, mais je trouve que c'est le pari de Yann Lequin, il est loin d'être con, quoi, en fait. Et je pense que c'est exactement ce dont on a besoin. Et on voit que les États-Unis, eux, s'obstinent sur l'exploitation, et c'est assez classique chez les Américains. Quand on a trouvé un filon, on va jusqu'au bout, on exploite ce filon jusqu'au bout, on traite la vache jusqu'à ce que le pis soit vide. Bah là, on fait un pas de côté. Et c'est très français aussi, c'est de dire il y a peut-être un pas de côté à faire, un truc intéressant à aller rechercher ailleurs et sortir du simple de la simple opportunité commerciale pour se poser effectivement les bonnes questions, et peut-être qu'effectivement cette équipe va y arriver, quoi. Moi, le premier truc qui m'inquiète, c'est la façon dont ils ont timé leur levée de fonds, c'est-à-dire ils ont tout le narratif pour faire une levée de fonds impressionnante instantanément. Et quand on dit oui, ils ont fait le timing de l'annonce le 15 décembre avant les vacances, etc., c'est pas le genre de choses que tu laisses au hasard, normalement, si tu veux lever à 3 milliards, 5 milliards de valorisation. Je veux dire, moi, je suis pas à ce niveau-là, donc j'aurais sans doute fait l'erreur aussi, mais on demande à des gens d'être d'un niveau world class. Et du coup, moi, c'est juste ce premier signe où je me dis, ça, les annonces de Yann Lequin qui dit « Je suis trop vieux et trop désorganisé pour être CEO », le CEO de Nabla qui part et Nabla qui annonce qu'ils vont avoir un partenariat avec cette boîte, donc du coup, personne ne sait trop ce qu'ils vont faire, etc. Je me dis « Putain, il y a une équipe de ouf. Comment est-ce qu'ils arrivent à faire monter la sauce comme les Américains ?» Ouais, mais regarde, Engie te dit que finalement, non, ça se passe pas si mal que ça, quoi. Que justement les Américains, moi ce que j'entends dans ce que est en train de nous dire Engie,
c'est que les Américains sont en train de se positionner sur le deal. Hein. C'est-à-dire que visiblement là, ce qui est en train de se passer, c'est que ils ont essayé de lever avec les Français au départ, et que les Français, c'est les VC français qui eux le 15 décembre étaient à Val Thorens, hein, et qui n'ont pas. Mais les VC américains, eux, ils étaient pas à Val Thorens. Moi, c'est ça ce que j'entends de ce qu'est en train de me dire Andy. C'est à Tignes. Et puis attention, que ça soit Alex Lebrun qui a fait quand même deux exits, qui est un super fondateur, et Yann qui a bossé chez Meta, qui a bossé chez Apple. C'est des gens qui ont une carte de visite aux États-Unis. En France, alors oui, via Silicon Carnet, ils connaissent maintenant, etc. Et puis, ils s'entourent d'une équipe qui est assez exceptionnelle. Moi, j'ai pu voir un petit deck où justement, ils parlent de l'équipe, ils parlent aussi des concurrents, etc. C'est pas du tout gagné, mais je pense que pour la levée de fonds, franchement, il y a des deals beaucoup moins bien structurés, avec des équipes, des nobody qui sortent de n'importe où, et ça y va. Et donc là, pour ça que je me fais pas trop de soucis. Après, sur la partie techno, ouais, tu devrais avoir du soutien gouvernemental aussi, parce que un gars comme Yann Lequin qui va les aider, hein, ça, en fait. Non, mais regarde Mistral, comment ils ont été portés aussi avec le bon réseau et les bons coups de pouce. Je pense que ça peut, en tout cas, ils vont pas cracher sur le retour de l'enfant prodige. Ouais. Je pense qu'ils vont faire attention quand même à ce sujet-là, parce qu'en effet, Mistral en souffre aujourd'hui du positionnement trop souverain, et je pense que du coup, ils vont essayer quand même d'arriver à être très pragmatique sur le business. D'ailleurs, je crois qu'ils ont une implantation qui est un peu multiville pour leverager tous les écosystèmes, et ils ont aussi, de ce que je comprends, une stratégie quand même commerciale forte dès le premier jour, en se disant on va aller faire de l'application. Et c'est pour ça, c'est pas anodin que Alex, donc le CEO, qui vient d'une boîte qui a trouvé quand même un applicatif dans le médical qui cartonne et qui est en train de venir aux États-Unis, etc., soit en place. Et tu vois, tu disais, Carlos, ouais, Yann, il dit qu'il est un peu vieux et qu'il a pas envie de faire cette boîte-là, ou qu'il a peut-être pas le jugement pour en faire une boîte commerciale. Et je pense que c'est un super signe pour moi, parce que s'entêter, un mec avec cette carrière-là, il pourrait très bien s'entêter à dire non, c'est ma boîte, c'est mon projet, machin, il met l'ego de et ça va dans le mur. Moi, je trouve que c'est hyper smart. Ouais. C'est hyper smart. Non, je te salue là-dessus. Hein. Donc je pense que ouais, tu vois, ils mettent quand même tous les ingrédients pour justement dire on va faire une boîte. Oui, c'est un moonshot. Les world models, ça se trouve, ça n'existera jamais en prod, etc. Même si c'est ma prédiction pour 2026. Mais je pense que ils sont en train de s'entourer et de faire une stratégie qui est pas tout l'inverse de Mistral, mais qui est beaucoup plus pragmatique, avec justement des gens qui ont vécu la Silicon Valley en se disant une boîte, ça va l'eau, c'est avant tout est-ce qu'elle va au marché vite et est-ce qu'elle a des clients rapidement, quoi. Et tu as raison, parce que Alex Lebrun chez Nabla, c'est une boîte qui visiblement tout va bien, quoi. Hein. C'est un assistant d'IA médical ils ont levé 120 millions au total. Ils avaient relevé d'ailleurs 70 millions en juin 2025, et l'entreprise visiblement a triplé son revenu cette année. Donc si Alex fait ce move, c'est pour une bonne raison. Hein. C'est que voilà. Bon, après, on en a parlé tout à l'heure. Hein, c'est ce jeu de chaises musicales, et de voir des fondateurs. Ça aussi, c'est nouveau, quoi. On n'avait jamais vu ça, quoi. Une boîte qui lève 120 millions, qui a un revenu, un fondateur, et qui quitte sa propre boîte pour aller rejoindre une autre boîte. Bon, il reste quand même impliqué chez Nabla. C'est Delphine Groll, la CEO et aussi cofondatrice de Nabla, qui va assurer l'intérim en tant que CEO. Mais bon, on l'a jamais vu en France, hein, ça. Hein. Et c'est un modèle très Silicon Valley, qui ressemble quand même à ce qui se fait dans la Silicon Valley. Donc on peut voir là aussi un signe de maturité du marché français, qui adopte un petit peu les pratiques de la Silicon Valley. Donc moi, ce que je vois d'intéressant, c'est le next move avec le quantique, parce que même si parce que tu parles de simulation et ça peut aller ensemble, et le quantique pourrait devenir un coprocesseur, pas le cerveau principal, tu vois, de ce type de calcul. Et si on voit des IBM, Nvidia ou des Pascal ou Google dans les entreprises qui commencent à aller sur ce terrain-là, les world models et la simulation quantique, ça pourrait être intéressant, et à 4-5 ans, je pense. Donc, ça donne des idées de start-up qui pourraient être créées, ou en tout cas certaines qui pourraient shifter si ça commence à marcher.
Bon ben voilà, c'était un super épisode, un peu technique, mais il fallait revenir sur tous ces deals. Il y avait beaucoup de choses à dire, et je pense que ce qui se passe en ce moment est super intéressant. Une année riche. On fera nos prédictions dans quelques jours. On est en train de travailler là-dessus. J'ai demandé à tous les chroniqueurs de Silicon Carnet de faire leurs prédictions pour l'année 2026, et puis aussi quelques invités externes. Et on est en train de compulser tout ça pour nous mettre ça dans un épisode spécial. J'ai reçu ta prédiction, Fanny. Tu parles de quantique, bien évidemment. Ah bon? Ouais, oui. Elle nous parle de quantique. Greg, elle nous parle d'intelligence artificielle. Et Angie aussi nous parle d'intelligence artificielle. Rendez-vous dans quelques jours. Et de World Model. Et de World Model, effectivement. C'est pas étonnant, en fait. Allez, écoutez, super de vous avoir vu. Et puis, rendez-vous tout au long de cette année dans Silicon Carnet pour continuer à commenter l'actualité de la tech depuis la Silicon Valley ou depuis Paris, puisque c'est peut-être à Paris que ça se passera maintenant. On va devoir tout se relocaliser. Allez, hasta luego, amigos. Bye bye.